Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la disparition des fabriques d'églises au Luxembourg, un changement historique pour l'Église et le pays. Monseigneur Ginoux, l'évêque de Montauban, ne reconnaît plus le mouvement rural de la jeunesse chrétienne comme mouvement d'église et s'interroge sur sa représentativité. Et puis, retour sur un anniversaire, les 10 ans de l'opération Hiver solidaire du diocèse de Paris. Le journalisme de paix, meilleur rempart contre les fake news, c'est le message du pape François hier pour annoncer le thème des 52e Journées mondiales des communications sociales. Les fausses nouvelles qui se répandent et inquiètent, on en parle avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. Alain Baron de Radio Notre-Dame, bonsoir. Bonsoir. Et Benoît Fidelin de Pèlerin, bonsoir. Bonsoir. On débute cette édition avec la fin des fabriques d'églises au Luxembourg. Cette disparition historique s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en 2015 entre l'Église et l'État. Les fabriques d'églises, c'est le nom des conseils économiques des paroisses. Elles ont été créées sous Napoléon. Alors pour mieux comprendre pourquoi elles disparaissent et les inquiétudes que cela suscite, notre journaliste Rémi Pem s'est rendu sur place. Depuis 1809, les fabriques d'églises, ces structures locales et autonomes qui regroupaient les maires de village et les curés de paroisse, avaient la charge de l'entretien et des réparations des édifices religieux du pays. Mais depuis la semaine dernière et l'adoption d'une nouvelle loi, elles ont disparu. Un nouveau fonds sera créé, un fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, qui reprendra la mission et le patrimoine des fabriques d'églises. D'autre part, elle détermine dans une liste précise les édifices qui appartiennent à ce fonds et ceux qui appartiennent aux communes. Une seule fabrique d'église, à elle seule, chez nous, souvent elle ne serait pas capable pour justement avoir tous les moyens pour entretenir alors une église qui lui appartient. Donc je pense une solution de gérer ce patrimoine de manière beaucoup plus solidaire, beaucoup encore plus efficace sur un niveau national, avec des organes locaux qui sont des conseils économiques des paroisses. Cela me paraît quand même un modèle que moi, en tout cas, je juge être vivable. Un changement qui ne fait pas l'unanimité. L'évêché promet en effet de l'organiser de manière décentralisée, mais nous craignons qu'il n'en soit rien, parce que l'évêché n'a aucune obligation de l'organiser de manière décentralisée. Et ce que nous voyons pour l'instant de ce fonds, c'est-à-dire les statuts provisoires et le règlement d'ordre intérieur provisoire, ne vont pas du tout dans la direction de la décentralisation. Au contraire, tous les pouvoirs seront concentrés au niveau de l'évêché. Et certes, l'évêché et le fonds sont deux entités distinctes, mais à la tête, il y a la même personne, c'est l'évêque. Donc, effectivement, c'est une concentration de pouvoir que nous craignons. Une défiance qui s'est construite au fil des négociations et qui amène à une impasse entre les deux parties. En décembre 2016, une centaine de fabriques d'églises a porté plainte contre l'archevêque Monseigneur Olerich et contre le Premier ministre pour faire annuler la convention de 2015 sur les relations entre l'Église et l'État, dont découle cette loi sur les fabriques d'églises. En Belgique, celui qu'on surnomme le diacre de la mort a reconnu être à l'origine de 10 à 20 décès entre 1978 et 2011. Il a administré du Valium à des personnes en fin de vie. Le procès de l'ancien diacre et infirmier s'est ouvert lundi à Bruges. Dans notre journal de mardi, le père Scholtes, porte-parole des évêques belges, nous avait confié prier pour les victimes et leurs familles dans cette épreuve où toute l'Église belge est bouleversée. Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban, ne reconnaît plus le mouvement rural de la jeunesse chrétienne comme un mouvement de l'Église catholique. Hier, Monseigneur Ginoux a adressé une lettre au secrétaire général de la MRJC après la publication vendredi par le mouvement d'un communiqué reconnaissant l'IVG comme un droit fondamental, un mouvement qui se dit chrétien, qui reçoit des subventions de l'Église et prône l'avortement est en totale contradiction avec l'Église, a tenu à rappeler clairement Monseigneur Ginoux, tout en posant la question de la représentativité de ce mouvement. Je pense qu'il y a une difficulté vis-à-vis d'un tel mouvement, il y en a peut-être d'autres, et donc je suis prêt à discuter de cela.
Par ailleurs, dans mon diocèse, il n'y a plus de MRJC, dans beaucoup de diocèses ruraux non plus. Donc il faudrait voir aussi ce qu'il représente. Il faut aller sur son site. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être à mettre en question. Je crois que dans la mesure où le MRJC s'adresse à des jeunes, il est bon de rappeler à des jeunes que l'avortement, quoi qu'il arrive, est un mal. Et je ne le dis pas de n'importe où, je le dis de mon expérience d'aumônier d'hôpital et d'accompagnement, mais aussi de jeunes d'ailleurs. J'ai été longtemps à la pastorale des jeunes. Et donc je le dis à partir de ça. J'ai vécu beaucoup de situations. Et je ne pense pas que ceux qui ont écrit à ce propos dans le MRJC aient vécu ce genre de situation. Il y a donc un devoir de réserve dans ces conditions-là, qui n'a pas été pris. Depuis hier, le port de tout signe religieux ostensible est désormais interdit pour les députés dans l'hémicycle. Cette stricte neutralité vestimentaire veut mettre fin au coup d'éclat de certains députés dans l'hémicycle. Cette première dans l'histoire parlementaire fait réagir. Le député Philippe Gosselin y voit un abus de droit quand le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, parle d'une radicalité laïque obsessionnelle. Même doute sur la pertinence de cette mesure chez certains juristes, comme maître Geoffroy de Vries, avocat à la Cour. D'abord, ce n'est pas une loi ou une proposition de loi, c'est simplement la modification de l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale qui réglemente la façon dont on fonctionne les débats à l'Assemblée nationale. Et il ne s'agit pas d'une grande modification juridique, je dirais tout simplement que c'est inutile et même stupide, parce que les représentants du peuple, en l'occurrence les députés, ont la plus grande latitude pour s'exprimer où ils souhaitent, et notamment dans l'hémicycle. Et leur liberté d'expression est notamment protégée par la Constitution, par l'article 26 de la Constitution, qui interdit toute action contre un député en raison des prises de position qu'il aurait pu prendre. Personne ne revendique le port de signes religieux dans l'hémicycle. On vous parlait mardi de la situation très inquiétante en République démocratique du Congo après la répression sanglante contre des manifestations pacifiques de chrétiens. Hier, lors de l'audience générale, le pape François a redit sa préoccupation en appelant tout le monde à s'engager pour éviter toute forme de violence. Mardi soir, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Monsengo, a dénoncé vivement la répression du gouvernement. Il s'est confié à nos confrères de Vatican News. Je vous propose d'écouter un extrait. Est-ce qu'on peut raisonnablement tirer sur des gens qui n'ont comme arme que les chapelets, la Bible et qui scandent des cantiques? Et si nous continuons à gouverner le pays de cette manière, nous n'irons pas loin. Quand on tire sur les personnes, quand ces personnes, avant même qu'ils ne soient à l'église, on commence à les enfermer, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est dans une prison à ciel ouvert? Lundi, le quartier chrétien de Damas en Syrie a de nouveau été touché par des bombardements meurtriers. Un obus a éclaté à la sortie d'une école. Il a tué un élève de 15 ans et blessé 5 autres. Ce matin, une messe pour les victimes, pour la paix et le pardon a été célébrée par Monseigneur Nassar, archevêque maronite de Damas, à l'église Saint-Paul. Alors que la semaine pour l'unité des chrétiens s'est achevée aujourd'hui, le pape François a reçu ce matin une délégation de l'église évangélique luthérienne de Finlande. Le Saint-Père est revenu sur la commémoration des 500 ans de la Réforme, un point de départ dans la recherche œcuménique de l'unité pleine et visible entre nous, sous le triple signe de la gratitude, de la repentance et de l'espérance, a exprimé le pape. Un nouveau cas toutes les 2 minutes dans le monde. La lèpre continue à faire des ravages parmi les populations les plus pauvres de la planète. Le week-end prochain aura lieu la journée mondiale des lépreux. Aujourd'hui encore, comme sur ces images en Côte d'Ivoire, les équipes de la Fondation Raoul Follereau se mobilisent pour endiguer la maladie. Si elle ne tue pas, elle cause des dommages irréversibles. Je vous propose d'écouter le témoignage de Idjaola. Atteint par la lèpre il y a 15 ans, il est aujourd'hui guéri. Son retour chez lui au Bénin a été très difficile. Mo can try ni. Mo ṣiṣẹ́ adìrẹ, mo ṣiṣẹ́ ẹlẹ́dẹ̀,
mo ṣiṣẹ́ ẹran ṣíṣe mo ti wá ń bá wọn ràn wọ́n pẹ̀lú oko tí wọ́n ṣàdéhùn tí wọ́n ṣe yẹn mo ti ń ràn wọ́n. èmi tó ń bí mi ní pé kí mi náà kí n níyàwó mi kí n wà ní kí n nílé kí ìyá mi kó máa jẹun kí mi náà kí n máa jẹun nǹkan tó ń bí mi nínú nìyẹn. La recherche pour lutter contre la lèpre avance dans le dépistage, le traitement, mais aussi la prévention. Un vaccin est actuellement en cours d'élaboration. Ce vaccin a été produit et il est actuellement en cours d'essai, donc en ce qu'on appelle la phase 1. C'est la première phase dont l'objectif est de montrer que le vaccin est inoffensif pour les sujets et qu'il induit les réponses immunitaires cherchées. L'opération Hiver solidaire du diocèse de Paris a fêté ses 10 ans. C'est un dispositif avec 27 communautés paroissiales pour accueillir les personnes sans abri. Vendredi dernier, des bénévoles comme le célèbre chanteur Vianney, mais aussi des volontaires et des personnes de la rue se sont réunis au Collège des Bernardins pour fêter ensemble leurs 10 ans. On regarde. Bénévoles et personnes de la rue ont soufflé ensemble les 10 bougies de l'anniversaire d'Hiver solidaire. Un moment d'unité et de fraternité où chacun des différents acteurs a eu l'opportunité de s'exprimer. L'hiver solidaire, pour moi, c'est une deuxième famille qui m'a apporté une chose à me mettre dans le droit chemin. On va parler comme ça, et de ce droit chemin, de trouver un logement à l'appart. Ça m'a vraiment remis du baume dans le cœur, ça m'a fait refaire un pas vers l'église, que j'avais oublié. L'action d'hiver solidaire, elle est basée sur la fraternité. Donc la fraternité, c'est ce qui doit tous nous pousser à nous reconnaître comme êtres humains, à nous regarder, à nous respecter, à ne pas accepter qu'un autre humain ne vive pas dans la dignité, et surtout à tendre la main et à la garder bien serrée pour que les autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Ce dispositif permet d'accueillir les personnes de la rue en leur offrant un repas et le gîte pour la nuit. Lancé de façon très modeste avec quelques paroisses en 2008, Hiver solidaire a fait beaucoup de chemin depuis. La relation qui s'est créée au cœur de ce moment fraternel pendant l'hiver solidaire, ils sont poursuivis, ils sont continués après l'hiver dans le quartier, à travers les gens ou à travers des invitations que les paroisses font aux personnes lors de fêtes paroissiales, d'événements paroissiaux, de fêtes, voilà, pour continuer de vivre quelque chose ensemble et qu'en fin de compte, les personnes retrouvent du lien et un lieu de sociabilité. Hiver solidaire continue tranquillement sa mue. En 2016, 166 personnes ont été accueillies par 2200 bénévoles dans 24 paroisses de Paris. On poursuit avec la chronique du Père Venard, une chronique consacrée aux canards à tête coupée et aux catholiques. Avez-vous vu ce spectacle, certes un peu cruel, mais désopilant, à la campagne, quand on tue les canards, on leur coupe la tête et les braves gallinacés sont capables de faire encore quelques pas alors qu'ils n'ont plus de tête. Eh bien, figurez-vous que ce spectacle me fait penser à un certain nombre de catholiques français dans leur critique et leur volonté de ne pas suivre le pape, de saisir toute occasion pour le mettre plus bas que terre. Alors, je prends quelques exemples. Ce sympathique follower sur Twitter qui m'envoie un message pour m'expliquer que désormais, il utiliserait la catégorie d'une distance raisonnable avec les enseignements pontificaux. J'ai bien cherché dans mes vieux cours de l'université pontificale grégorienne, je n'ai malheureusement pas trouvé cette catégorie théologique de la distance raisonnable avec les enseignements du souverain pontife pour un catholique. Je songe aussi, et je le dis avec une certaine tristesse, au manque de courage, pour ne pas dire à une certaine lâcheté de certains ecclésiastiques qui pourraient pourtant, de par leur influence, chercher à expliquer au peuple chrétien, effectivement, des positions du pape qui nous dérangent, qui viennent nous surprendre, qui nous font bouger. Je songe aussi aux propos extrêmement violents de certains catholiques, qui n'hésitent pas à utiliser d'ailleurs des injures contre le souverain pontife. Je songe aussi, dans une moindre mesure, parfois, au manque de courage intellectuel, c'est-à-dire d'aller sans paresse
étudier les textes, qu'ils ne sont pas simples. Et c'est bien notre rôle à nous, de prêtres, que d'expliquer les enseignements du pape, surtout quand ils dérangent, de la part d'un pape prophétique. C'est bien à nous de le faire. Alors, dans tout cela, je vais vous le dire, ce qui manque, c'est sûrement de l'humilité, du courage, de l'intelligence, mais plus encore un grand souffle. Le grand souffle de l'Évangile qui gonfle nos voiles de l'espérance, de la foi et surtout de la charité. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Un dossier sur les fake news dans Pèlerin cette semaine. On en parlera dans notre dossier. C'est aussi Notre-Dame-des-Landes qui est dans l'actualité, Benoît Fidelin. Oui, Notre-Dame-des-Landes, où on raconte un petit peu sous le titre « Il était une fois dans l'Ouest », le titre, le parcours de gens qui s'étaient pour et contre l'aéroport, 6 personnes, 3 pour, 3 contre, et qui nous disent comment ils ont participé pendant plus d'une décennie à cette odyssée qui est symbolique un peu des blocages et des oppositions en France et qui a duré très longtemps. Et donc, on a voulu montrer, incarner ça par des parcours de vie liés à ce débat. Merci Benoît Fidelin. Les liens entre les frères et sœurs cette semaine dans Famille chrétienne. La famille est un creuset des relations humaines qui s'expérimentent avec tendresse et rugosité entre frères et sœurs. Dans une société miniature qui prépare à l'âge adulte, comment les parents peuvent intervenir sans jouer les tyrans. Un homme qui doute de l'inexistence de Dieu, selon ses mots, Frédéric Beigbeder, est interviewé par La Vie cette semaine. L'écrivain s'effraie dans son dernier livre de l'éternité promise par le transhumanisme et revient aux fondamentaux religieux de son enfance. L'hebdomadaire France catholique consacre un dossier à saint François de Sales, patron des journalistes, l'un des saints les plus présents depuis 450 ans, tant le nombre de livres et d'études lui ont été consacrés. Le lancement des états généraux de la bioéthique en une de l'hebdomadaire protestant Réforme, qui rapporte les mots du professeur Jean-François Delfrécy, le président du comité consultatif national d'éthique. Il va piloter les débats. C'est la mission la plus difficile qui m'est confiée, assure-t-il. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Pour combattre les fausses nouvelles, le Saint-Père appelle les personnes, en particulier les journalistes, à un dialogue sincère qui laisse émerger la vérité. Les fake news, ces fausses informations qui passent notamment par Internet, interrogent sur notre rapport à la vérité. C'est la réflexion proposée par le pape François pour la 52e journée des communications sociales en mai prochain. Benoît Fidelin, bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Alors, le Saint-Père en a appelé à la responsabilité des journalistes qu'il nomme gardiens des nouvelles pour lutter contre les fake news. Comment vous recevez cet appel ? Le pape, il a aussi dit qu'il fallait que la communication, sous toutes ses formes, soit constructive au service de la vérité. Donc on s'interroge un petit peu sur cette semaine dans Pèlerin, sur ces fameuses fake news, à l'occasion, je le rappelle, des 22e journées internationales Saint-François de Sales qui se déroulent actuellement à Lourdes. On revient sur 6 pages sur un petit peu qu'est-ce que c'est exactement que des fake news, ces menaces sur la démocratie. On conseille à nos lecteurs de ne pas tomber dans le piège des fake news. Et alors, on leur rappelle, avec un papier très pédagogique sur 6 pages, quelles sont exactement ces fake news. Il y a 2 choses que je voudrais dire d'emblée avant de passer la parole à Alain Baron. C'est que il y a toujours eu des bobards, des rumeurs, des fausses nouvelles, les libelles du temps des rois. Après, on a eu les rumeurs. Il y a toujours eu même des fausses nouvelles propagées par les États eux-mêmes, on le rappelle. Mais cette fois-ci, je pense qu'elles ont un impact particulier avec l'arrivée d'Internet qui change la donne, parce qu'elle permet au public d'être à la fois émetteur et diffuseur de nouvelles, et que c'est sur la toile qu'elles prennent un essor absolument considérable. Et donc c'est pas un hasard si les tweets rageurs de Donald Trump, qui a inventé l'idée de faits alternatifs pour dénommer ces mensonges, prennent un essor absolument incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces mensonges-là, ils ont une pertinence qu'ils n'avaient jamais du temps où il n'y avait pas cette gigantesque caisse de rebondissement. Et donc, ça leur fait leur acuité aujourd'hui. Alain Baron, comme directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame, ces fake news, elles vous inquiètent, elles vous interpellent ? Bien sûr qu'elles nous inquiètent. Pour tout journaliste responsable, c'est très inquiétant. On a appris dans les écoles de journalisme, pour ceux qui en ont fait, à distinguer évidemment la vérité. Et c'est notre métier de vérifier les faits. Alors,
effectivement, Benoît le disait très bien, autrefois, il y avait des États qui étaient spécialistes, c'était des dictatures souvent. Rappelons-nous l'URSS, rappelons-nous le massacre de Katyn. Est-ce que ce n'était pas un fake news, ça, le massacre de Katyn? Et bon, maintenant, Internet donne une dimension incroyable, incommensurable. N'importe qui peut s'autoproclamer chroniqueur sur Internet, peut lancer un blog, peut avoir un compte Twitter, et on peut balancer n'importe quoi. C'est ça qui est grave. Alors justement, est-ce que ça vous a interrogé et ça a changé votre façon de travailler dans vos rédactions respectives, Benoît? Nous, absolument pas, parce qu'on a toujours essayé d'avoir la même rigueur. C'est un travail de rigueur, l'information. Et donc, moi, je suis rédacteur en chef, je relis les articles des journalistes que je fais travailler. Il y a 43 cartes de presse à Pellerin. Eh bien, on relit, on va chercher quelles sont tes sources, c'est relu plusieurs fois, c'est décortiqué. On essaye, on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'erreurs, mais on essaye de donner au public, finalement, l'information la plus vérifiée, la plus sourcée possible, pour être, je dis pas dans la vérité, mais le plus proche possible de la vérité. Comme disait un grand journaliste, Pierre Biançon-Poncelet, tendre à l'objectivité, tendre. Et donc, c'est un effort que l'on fait, mais qui est un effort, Alain le sait bien, au jour le jour, de vérification, de rigueur, de contrôle des journalistes, et qu'ils l'acceptent. La vérité objective, Alain Baron, vous vouliez prendre la parole. Est-ce que la vérité objective unique, sans faille chez les journalistes, est-ce qu'elle existe véritablement? Alors, il peut toujours y avoir des failles, il peut y avoir des erreurs de bonne foi aussi. Un journaliste peut se tromper. Bon, il faut qu'il le reconnaisse après et on fait un rectificatif. Nous aussi, nous faisons travailler à la radio des journalistes professionnels avec une carte de presse. C'est une garantie, mais ce n'est pas une garantie absolue. Il peut aussi y avoir des journalistes mal intentionnés. Il n'y en a pas à la radio Notre-Dame, je rassure notre auditoire. Mais il peut aussi y avoir des journalistes mal intentionnés qui, délibérément, balancent des fausses informations. Mais, encore une fois, c'est un travail au quotidien de vérification, de responsabilité. Alors, moi, je voulais dire qu'on peut lutter contre les fake news, on peut essayer. Je ne sais pas si la bonne manière... Alors, comment, Alors, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui veut faire une loi. Certains ont un petit peu peur, parce qu'ils se disent, est-ce que ce n'est pas une manière de censure, un ministère de la vérité, comme dans le film de George Orwell, et on raconte ça dans Pellerin. Est-ce que ce n'est pas, finalement, il y a bien un conseil de l'ordre des médecins. Pourquoi il n'y aurait pas, Alain, un conseil de l'ordre, un conseil des journalistes qui pourrait faire une certaine, pas police, mais imposer une rigueur déontologique. Et puis deuxièmement, moi je pense que c'est par l'éducation. Tout passe par là, on sera tous d'accord. Il y a les journées de la presse à l'école, il faut qu'on en fasse finalement une gigantesque opération anti-fake news, et contre le complotisme aussi. Et je pense que c'est d'une part ça, l'éducation, la déontologie, mais c'est aussi à nous journalistes d'essayer de continuer à faire notre travail avec le plus de rigueur possible pour montrer qu'on peut finalement continuer à faire un journalisme proche de la vérité. Une loi pour lutter contre les fake news, comme le souhaite le président Emmanuel Macron, ça serait une bonne idée pour vous, Alain Baron? Moi, je suis très réservé, parce qu'il existe déjà un délit de diffusion de fausses nouvelles. C'est un délit qui est peu poursuivi dans les tribunaux, parce qu'il n'y a pas trop d'affaires en ce sens, mais ça existe. Moi, j'ai connu des journalistes qui ont été, enfin, connus pas personnellement, mais j'ai eu connaissance de journalistes qui ont été condamnés parce qu'ils avaient délibérément diffusé des fausses nouvelles. Donc, l'arsenal juridique, je pense, il existe déjà. Bon, des avocats le disent, d'ailleurs, y compris dans Pellerin, et vous avez cité un avocat qui le disait très bien. Moi aussi, je pense que, d'abord, les écoles de journalisme doivent développer sans doute les cours de déontologie, qui sont, à mon avis, la déontologie est trop peu étudiée, trop peu enseignée. Et effectivement, l'idée d'un ordre de journalisme, moi je suis pour, depuis très longtemps. Alors il existe une commission de la carte. La commission de la carte, c'est une commission paritaire qui regroupe les représentants des salariés, les représentants des patrons de presse, qui donne chaque année la carte de presse, qui est la reconnaissance officielle de notre métier. Et bien pourquoi pas, alors à partir de cette commission, ou créer un autre organisme, un ordre, pourquoi pas. Moi je ne suis pas contre. Alors certains disent les ordres, ça fait penser à Vichy, mais bon, je crois qu'il faut tourner la page. L'ordre des médecins, il fait très bien son rôle. Pourquoi pas créer un ordre? Il y a l'ordre des architectes. Pourquoi pas créer un ordre des médecins, des journalistes? Mais l'enjeu, on sera d'accord, il est considérable. Et pour vous aussi, cher ami de Catéo, il est en jeu, c'est la crédibilité de la presse qui est en cause, voyez-vous. Parce que si on se met avec quelques canards boiteux comme ça qui arrivent à avoir une audience incroyable, c'est tout le monde qui sera touché dans sa capacité à dire une part de la vérité. Et donc toute la presse sera impactée par ces dérives-là. Donc c'est à nous aussi d'y réagir et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le pape appelle à un dialogue sincère pour faire émerger la vérité. Pour vous, ce dialogue sincère, ça signifie quoi, Alain Baron?
Un dialogue sincère, c'est une recherche de la vérité. C'est un dialogue, ça peut être un dialogue au sein des rédactions, déjà pour étudier les sujets, toujours vérifier plusieurs fois. Alors, dans les agences de presse, ils sont très rigoureux là-dessus, mais il n'y a pas que les agences de presse, il y a toutes les rédactions de France et de Navarre et du monde entier. C'est ça le dialogue, à mon avis, avec les jeunes journalistes qui peut-être parfois peuvent se laisser entraîner par leur enthousiasme sur des fausses pistes. C'est un dialogue aussi avec les élus, c'est un dialogue avec toute la société. Et puis le rôle de l'éducation. Un dialogue de nos élus avec les grands supports des réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ils disent, nous, on est comme la poste, on poste le contenu, mais on vérifie pas ce qu'il y a. On poste l'enveloppe, mais on ne vérifie pas ce qu'il y a dans les lettres. Mais ça, c'est trop facile. Il faut qu'ils aient, eux aussi, une attitude beaucoup plus déontologique. Et ça, je pense que nos gouvernements, je pense que vous en pensez, Alain, pourraient les y contraindre. Si, ça, c'est une vraie piste de travail, je pense. Merci beaucoup Alain Baron, merci beaucoup Benoît Fidelin d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.